RDC, l'entrepreneuriat comme mode de vie, l'entrepreneuriat comme issue des secours, madame, messieurs. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos écrans de portable pour ce magazine. C'est au rendez-vous, comme vous le savez, de l'entrepreneuriat, du management ainsi que du business dans sa globalité. Nous allons cogiter ces jours en ce qui concerne l'entrepreneuriat, bien évidemment, où nous aurons à découvrir ou même à évoquer plusieurs pistes afin de savoir est-ce un moteur de développement d'un pays. C'est bel et bien autour de cette thématique que nous allons échanger. Pour parler de cela, je reçois pour vous un invité de taille, un invité de qualité avec qui nous allons échanger autour de la question. Avant d'aller plus loin, suivez cet élément Business Info, puis retrouvons-nous tout juste après. Dans son bureau de travail logé à l'immeuble Arumi à Kinshasa, le professeur Godefroid Kizaba a reçu ce jeudi 13 février demain de la délégation de l'ONG Dynamique pour la paix et le développement. Un diplôme de mérite récompensant son implication et sa passion sur le développement, la redynamisation de l'entrepreneuriat en RDC. Honoré par l'obtention de ces prix, fruit d'un travail d'arrache-pied longtemps abattu dans l'entrepreneuriat, secteur vital dans l'évolution de toute société. Le directeur général de l'Agence nationale des développements de l'entrepreneuriat congolais, le professeur Godefroid Kizaba, s'est dit de plus en plus motivé et déterminé à accompagner la matérialisation de la vision du chef de l'État. Notons que l'ONG Dynamique pour la paix et le développement œuvre dans la formation professionnelle de jeunes désœuvrés ainsi que dans la reconnaissance de mérite des patriotes congolais. Sur ce plateau, l'entrepreneuriat est un moteur de développement d'un pays. C'est avec M. Rondi Kalai que nous échangerons autour de la question. Bonjour et bienvenue, M. Rondi. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, enfin bon. Ça va? Très à l'aise. Alors, c'est une première fois pour moi de vous avoir sur le plateau d'Actu Business. Quelles sont vos impressions par rapport à ces magazines, on va dire, qui braquent ces projecteurs en ce qui concerne les secteurs entrepreneuriaux? Voilà, c'est intéressant d'avoir des émissions pareilles parce que l'entrepreneuriat, depuis un certain moment en République démocratique du Congo, c'est une thématique qui bat quand même le plein. Et il faut en parler. Des émissions pareilles, en tout cas, c'est à encourager, c'est à féliciter. Pour autant que c'est un moyen de faire en sorte que les téléspectateurs qui nous suivent puissent, à leur niveau, développer des opportunités, des initiatives entrepreneuriales, saisir les opportunités qui se présentent tout autour de leur réalité de tous les jours, quoi. Voilà. Déjà qu'à un moment, on s'est dit, bon, cet essor entrepreneurial, ici dans notre pays, est-ce, on va dire, une précipitation? Est-ce un développement? Vous, personnellement, comment vous jugez, on va dire, la vitesse, avec la vitesse des croisières que prend l'entrepreneuriat à ces jours ici en RDC? Bon, déjà, il faut dire que l'entrepreneuriat, c'est d'abord une donnée culturelle, hein. C'est une donnée culturelle. Chaque peuple, chaque société a sa manière de faire les affaires. Le mental, par exemple, de ceux qui évoluent dans le milieu anglo-saxon, ce n'est pas le même mental que ceux qui évoluent, par exemple, dans le milieu francophone, en termes de l'entrepreneuriat, en termes de business, au fait. Alors, depuis un certain moment, on a constaté que l'engouement, ça pullule un peu partout. On parle de l'entrepreneuriat sur Internet, on parle de l'entrepreneuriat à travers les chaînes de télé, de radio, on parle de l'entrepreneuriat. C'est déjà quelque chose d'intéressant parce que il faut noter que depuis un certain moment, le président de la République, déjà, de notre pays,
lors au fait de sa prise de fonction pour son second quinquennat, il a mis un accent particulier comme, au fait, sur l'entrepreneuriat comme son premier pôle de travail. Le premier pilier même du chef de l'État, c'est l'entrepreneuriat. Alors comment il a conçu ça? Il a conçu ça dans le sens où l'entrepreneuriat est appelé à favoriser la création d'emplois. Donc la solution pour la création d'emplois, c'est de se livrer à l'entrepreneuriat. Donc vous jugez cela positif, on va dire. Très positif, parce qu'il relève bien évidemment de la vision du chef de l'État et puis la réalité dans laquelle nous sommes en train de vivre ici en République démocratique du Congo. Partout, entrepreneuriat par-ci, entrepreneuriat par-là. Concrètement, comment peut-on définir l'entrepreneuriat? Surtout, je dois signaler que vous êtes juriste conseil en entrepreneuriat. Exactement. De manière juridique ou même économique, comment on peut définir cela? Bon, déjà, moi, en tout cas, je vous ai pas des longues définitions parce que depuis un certain moment, je crois que c'est depuis 2022, il y a une loi qui existe. C'est l'ordonnance loi portant promotion de l'entrepreneuriat et des startups. C'est une loi du 8 septembre 2022. Alors, il y a une définition de l'entrepreneuriat. Elle est trop longue, au fait. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette définition? C'est tout simplement l'acte qui consiste à transformer une idée en opportunité d'affaires, s'il faut le dire comme ça. Mais après, la longue définition qu'on retrouve bien évidemment dans l'ordonnance loi en question, mise sur le fait que l'entrepreneuriat, c'est une organisation qui peut être économique ou peut-être sociale. Okay. Alors une organisation qui est mise en place par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, tout simplement, dans l'idée de répondre à un besoin de la communauté. Parce qu'on ne peut jamais parler de l'entrepreneuriat sans répondre à un besoin de la communauté. Donc l'entrepreneuriat résulte d'un problème qui a été ciblé dans la société et voilà, votre activité ou peut-être votre service est appelé maintenant à apporter cette solution-là. Donc l'entrepreneuriat, c'est une solution à un problème qui a été décelé dans la société. Et il faut noter aussi que depuis un certain moment, parce que je viens d'évoquer l'ordonnance loi portant promotion de l'entrepreneuriat et des startups qui existe depuis le 8 septembre 2022, il faut noter que l'entrepreneuriat aujourd'hui, elle n'est pas qu'économique. On parle aussi de l'entrepreneuriat social. Bien évidemment. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement de viser le côté lucratif. Il y a des structures qui existent sans but lucratif, mais qui sont considérées comme des structures exerçant des activités entrepreneuriales, mais beaucoup plus dans le volet entrepreneuriat social. Exactement, nous allons, on va dire, y revenir. Oui, déjà que, en quelques mots, l'entrepreneuriat, pour entreprendre, il faut partir soit d'un besoin, soit d'un problème. Donc ça résume un peu ce que vous venez de dire. Oui, il faut partir de là. Alors, puisque les buts de ces nouveaux numéros est même de déceler en quoi l'entrepreneuriat peut être ou est un moteur de développement pour un pays ou même d'un pays. Selon vous, quel rôle joue concrètement l'entrepreneuriat dans le développement économique d'un pays pour qu'on arrive aujourd'hui à penser ou même à dire que ça serait le moteur du développement proprement dit de toute une nation? Quel impact cela joue dans l'économie d'un pays et comment en tout cas c'est formalisé? Puisque oui, on parle d'entrepreneuriat, on commence, tu es une start-up, tu t'es dit il faut formaliser, mais après il faut payer et tout. Comment faire concrètement pour essayer d'être équilibré? Oui, mais bon, il faut dire que le secteur informel regorge de beaucoup d'unités économiques comme ça. Et ça, c'est un fait, c'est une réalité, ça existe. Déjà, selon les statistiques, les dernières statistiques de l'INES, il a été établi que plus de 70% d'entreprises, plus de 77% d'entreprises en République démocratique du Congo évoluent dans le secteur informel. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un manque à gagner de ce côté. Alors, il faudra les encadrer, il faudra faire en sorte que ces entreprises soient formalisées. Mais après, pour les formaliser, il faut arriver à faire comprendre aux promoteurs de ces unités économiques l'importance d'être formel. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, dans le formel, vous êtes totalement à l'abri du contrôle de l'État,
entre guillemets, mais après, quand il y a des problèmes, c'est vous qui allez en pâtir. Et pour tout simplement formaliser ces unités économiques, il y a des mécanismes juridiques comme ça qui ont été déjà mis en place. Il y a notamment, par exemple, l'acquisition du statut d'entrepreneur de l'OHADA. C'est un statut qui s'acquiert selon l'acte uniforme sur le droit commercial général, un statut qui s'acquiert gratuitement auprès du guichet unique de création d'entreprise. Bon, c'est vrai que dans la pratique, bon, ça laisse à désirer, hein. Il y a des interprétations qui fusent un peu de partout. Par là. Mais sur le plan légal, c'est que ce statut s'acquiert gratuitement. Alors, bon, l'entrepreneur, c'est qui? C'est tout simplement cette unité économique qui évoluait dans le secteur informel, qui est venue auprès du guichet unique de création d'entreprise pour déclarer ses activités. Vous déclarez vos activités et puis, bon, on vous reconnaît le statut d'entrepreneur. C'est comme ça que ça se fait. Mais après, il revient au pouvoir public aussi de réfléchir sur des mécanismes un peu plus souples, hein, pour attirer les entreprises naissantes. Voilà, pour attirer de plus en plus des entreprises vers le secteur formel. Parce que une fois qu'il y a des conditions souples de formalisation, et puis il y a cette fiscalité qui est de plus en plus allégée, ok, vous aurez de plus en plus d'unités économiques qui vont choisir de se formaliser. Et plus les entreprises se formalisent, plus c'est un bénéfice pour l'État en termes de maximisation des recettes fiscales. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc c'est une matière à réfléchir, ok. C'est une matière qui doit vraiment être bien fignolée entre les opérateurs économiques d'une part, ou peut-être les structures d'encadrement des entrepreneurs en République démocratique du Congo, privés tout comme public, ainsi que le gouvernement pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'il faut arriver à faire migrer un grand nombre d'unités économiques du secteur informel vers le secteur formel. Exactement. Alors, en parlant déjà de secteur public autre, à ces jours, vous êtes juriste conseil en entrepreneuriat. Pensez-vous que l'État joue suffisamment son rôle dans l'encouragement de jeunes entrepreneurs par différentes structures, si elles existent bien évidemment? Oui, je crois qu'il y a lieu de dire que l'État est en train de jouer son rôle. Pourquoi? Parce que depuis 2020, il y a une politique publique qui existe sur le développement de l'entrepreneuriat qu'on appelle le PRONADEC, le Programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais. Alors, ce programme est fondé sur 3 C. Le premier C comme capacitation, ok? Ça veut dire former des entrepreneurs, faire en sorte que les entrepreneurs soient dotés des capacités managériales. Le deuxième C, c'est le contrat. Alors, avec le contrat, on voit beaucoup plus la facilitation au marché privé de la sous-traitance et également au marché public. Et le dernier, c'est le crédit. Parce qu'on sait que, bon, le crédit, ça a toujours été un problème épineux pour les entrepreneurs, tout ça. Donc, ça gangrène jusque-là. Exactement. Donc, l'accès au financement a été pris en compte dans le Programme national de développement de l'entrepreneur. Alors, il y a des structures, en tout cas, qui existent pour la matérialisation de ce Programme national de développement de l'entrepreneuriat. Pour la capacitation, le premier C, il y a l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais qui existe, ANADEC, qui est appelée, bien évidemment, à développer l'entrepreneuriat national à travers la formation et l'information. Ok, c'est une structure qui existe. Il y a pour le deuxième C, le contrat. Là, je vois l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le marché privé, qui est appelée bien évidemment à réguler au fait, les activités de sous-traitance dans le secteur privé. Après, il faut voir aussi la facilitation d'accès au marché public, parce que les PME, les entrepreneurs en général doivent aussi accéder au marché public. Et le dernier C, comme crédit, l'État a mis en place le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais, le FOGEC, qui est appelé aussi, bien évidemment, à jouer ce rôle de garantie au crédit sollicité par les entrepreneurs auprès des banques privées. Donc voilà, ce sont des structures phares comme ça qui existent pour le développement de l'entrepreneuriat national, pour l'instant en République démocratique du Congo. Donc du coup, on peut déjà dire, par rapport au PRONADEC, qu'il y a quand même une politique publique, qu'il y a quand même un œil du gouvernement sur
le développement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Sauf que, bon, c'est un programme qui est appelé à être évalué parce qu'il a été conçu pour 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2030. Et il y a quand même des réalisations en ce qui concerne ce programme, il y a des avancées. Donc, significatives, voilà. si Voilà. on peut le dire ainsi. Alors, je vais revenir avec l'ANADEC, par exemple, où vous avez parlé de formation et puis de formation et d'information. Exactement. Pensez-vous que ces structures sont... Enfin, comment jugez-vous l'évolution de ces structures? Puisque, à un moment, on va dire, c'est comme si on connaît ça que du nom. Concrètement, qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire? Informer, si oui, de quelle manière? Est-ce qu'ils descendent dans de milieux pour sensibiliser sur l'entrepreneuriat ou ce sont de personnes, tu es jeune, tu te dis, ok, je vais entreprendre, je vais me former un jour, je me lève, je pars chercher. Comment ces jeunes-là peuvent savoir que cela existe et puis il faut y aller, comment ça se passe concrètement? Bon, pour les activités de l'ANADEC, par exemple, qui est une structure étatique chargée de développer l'entrepreneuriat national, comme je l'ai dit ici, par la formation et l'information. Alors, bon, il y a quand même un travail de communication, tant soit peu, qui se fait à travers les réseaux sociaux. Il y a des activités qui sont organisées par-ci, par-là, en ce qui concerne la formation, par exemple. Et pour ce qui est de l'information, s'il faut revenir vraiment dans la question. Puisqu'à un moment, on a l'impression qu'il y a ces choses qui sont connues que par une tierce personne. Et puis on se demande, l'information existe vraiment ici, à Kinshasa, en RDC? Oui, en fait, l'information dont il s'agit dans le cadre de l'objet social de l'ANADEC, ce sont des informations recoltées et mises à la disposition des entrepreneurs pour leur développement. Je donne un exemple. Il y a par exemple un marché public qui existe. L'État veut construire par exemple une route allant de Kinshasa à Kigali. Bon, je blague. De Kinshasa, bon, on va les faire là-bas. De Kinshasa ou peut-être à Matadi. C'est un marché public. Et il peut se faire qu'il y ait des entrepreneurs aussi qui peuvent intervenir dans ce marché-là en termes, par exemple, de quincaillerie et autres, tout ça. Et l'information de l'ANADEC consistera à mettre à la disposition de ces entrepreneurs les détails ou peut-être la procédure qu'il faut respecter pour s'accaparer de ce marché. Tout comme le marché privé de la sous-traitance. Il peut se faire qu'un entrepreneur privé puisse gagner un marché quelque part. Il s'agit par exemple d'un marché de construction d'un immeuble ou d'un building devant abriter par exemple les bureaux de l'État. Et qu'il faut qu'il y ait des privés qui puissent intervenir pour la réalisation de ce marché. Alors qu'est-ce qui va se faire? L'ANADEC sera appelée. Découvrons l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des startups en République démocratique du Congo, RDC, est un texte législatif comprenant 122 articles répartis en 4 chapitres. Cette loi vise à créer un environnement favorable pour les entrepreneurs et les startups en RDC. Parmi les dispositions clés de cette loi, on trouve définition clarifiée. La loi fournit des définitions précises pour les petites et moyennes entreprises PME, les startups et les incubateurs, établissant ainsi un cadre commun pour ces entités. Cadre institutionnel de soutien. Elle prévoit la mise en place d'un cadre institutionnel solide pour accompagner les entrepreneurs à tous les niveaux de l'État, y compris la création d'un fonds national pour le financement de l'entrepreneuriat et l'établissement de guichets uniques pour les entrepreneurs. Journée nationale de l'entrepreneuriat, JNE. La loi instaure une journée dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat, visant à sensibiliser la population et à encourager l'innovation. Grâce à cette réforme, les startups bénéficient d'un cadre juridique allégé et de mesures incitatives pour leur développement. L'objectif, booster l'innovation, réduire le chômage et dynamiser l'économie nationale. Une avancée majeure pour un pays où l'esprit d'initiative ne cesse de croître. Rappelons que cette législation est le fruit d'un processus initié en 2019 impliquant diverses parties prenantes et vise à positionner la RDC comme un aide d'innovation en Afrique.
de tous ces données, de tous ces détails qui peuvent vous servir. Mais quelque chose de très important, ne vous limitez pas à attendre, puisque depuis un moment, dans notre pays, même ici dans la capitale, on dit, bon, l'État a salé l'Ibissonini. Ne pas attendre ce que l'État peut faire pour toi, mais te demander aussi qu'est-ce que moi je peux faire pour l'État. Oui, en attendant, tu peux chercher toi-même aussi, te mettre en mouvement pour chercher l'information, savoir concrètement de quoi tu as besoin afin de te documenter et voir comment tu peux évoluer avec ça, puisqu'on ne développe pas, on se développe. Alors, il y a un entrepreneur qui a suivi cette émission à la maison et il s'est dit, ok, l'économie, enfin l'entrepreneuriat moteur des développements économiques d'un pays, si on peut le dire ainsi, j'aimerais entreprendre dans le Nord, quitter du côté informel pour rejoindre le côté formel et ainsi être régulier dans le paiement de taxes et autres pour vraiment mettre la main, contribuer dans les recettes que l'État peut faire. Mais qui a peur des restrictions juridiques, qui s'est dit, on a l'habitude de voir Madé soit bana, agent l'État baleki, lundi baleki, mercredi baleki. Voilà pourquoi moi je me dis, je dois rester dans l'ombre. Qu'est-ce que vous conseillez à cet entrepreneur? En fait, je vais tout simplement lui dire de ne pas éviter de se formaliser. Parce que l'entrepreneuriat doit être considéré comme une activité professionnelle. C'est votre profession. Ce n'est pas une activité que vous êtes en train de faire en attendant une autre activité. Non, c'est une profession. Alors, les règles de la profession exigent également que vous soyez formalisé. Le formel, ça vous protège. C'est vrai que, bon, dans l'informel, on se dit qu'on est en train de réaliser des bénéfices, on est bien évidemment à l'abri des tracasseries administratives, policières et autres, tout ça. C'est bien pour un premier temps, ça va. Mais le jour où vous aurez un problème et qu'il s'agira par exemple de présenter vos documents formels, c'est vous qui allez en pâtir. Je donne un cas, vous avez besoin par exemple d'accroître vos activités et que vous voulez solliciter un crédit auprès d'une banque privée. On va vous exiger des documents formels. Et si vous n'avez pas, bien évidemment, ces documents, c'est vous qui allez en pâtir. Vous avez un grand marché comme ça que vous pouvez gagner, par exemple du côté du gouvernement, dans les secteurs des mines, tout ça. Mais attendez, on ne traite pas avec une structure informelle. Parce que qui va accepter de débourser de l'argent auprès d'une personne qui évolue dans l'informel? C'est vrai qu'il y a des tracasseries. Là, on le reconnaît en tout cas. Mais, généralement, ces agents véreux jouent sur l'ignorance des entrepreneurs. Parce que si vous êtes formel, ils ne viendront pas. Vous serez épargné en tout Quand cas. vous passez par le guichet unique de création d'entreprise, vous avez tous les documents, ils ne vont pas venir. Il faut juste leur poser la question de savoir, bon, ça va, vous voulez me demander telle taxe, ok, pas de problème, vous vous présentez, remettez-moi la quittance. Exactement. Et les taxes, tout comme les impôts, ça ne se paye pas sur place, ça se paye à la banque. Alors, la télévision, c'est les temps, mais nous allons chuter avec cette petite question, puisqu'on a parlé des difficultés aussi, où nous avons évoqué la question ou même des agents de l'État face à, on va dire, de restrictions, de multiples restrictions. Cette fois-ci, j'aimerais que, en votre qualité de juriste conseiller en entrepreneuriat, vous parlez à l'État congolais, puisque on a eu à évoquer là le rôle ou même les bénéfices que détient l'entrepreneuriat dans l'économie, dans les développements économiques d'un pays. Et quand l'on voit l'informel, les taux s'accroître du jour au lendemain, c'est un manque à gagner pour l'État. Alors, si vous devrez dire un mot à l'État congolais, question de revoir les choses pour faciliter aussi, établir un équilibre entre les entrepreneurs et tout ce qui est documents juridiques afin que le pays bénéficie concrètement de cet essor entrepreneurial. Qu'est-ce que vous direz? Bon, il en va de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo parce qu'on a bien développé ici que l'entrepreneuriat est appelé à contribuer au développement de notre pays. Il est juste question de trouver un cadre de concertation entre les entrepreneurs ou peut-être les structures qui les encadrent avec l'État pour essayer un peu de réfléchir sur les mesures à prendre de telle sorte qu'on arrive à assouplir, bien évidemment, les procédures, par exemple, de formalisation, d'utiliser le numérique peut-être
pour ces procédures-là, quelqu'un peut arriver à se formaliser, par exemple, chez lui à la maison. Vous avez vos documents, vous vous connectez tout simplement au site du guichet unique de création d'entreprise, vous vous formalisez. Et puis, que l'État évite un tout petit peu de créer beaucoup de structures qui traitent sur les mêmes questions, parce qu'on connaît ce problème ici, en République démocratique du Congo. La pléthore des structures ne résout pas les problèmes. Alors, il faudra aussi tenir compte du fait que, voilà, payer les impôts, payer les taxes, tout ça, parce que ça fait partie des restrictions juridiques aussi, s'il faut le dire comme ça relève d'un devoir civique. Du point de vue des entrepreneurs, en tout cas, les entrepreneurs doivent apprendre aussi à payer les impôts et les taxes. Respecter la loi, ça fait partie des avantages des entrepreneurs pour ne pas être, bien évidemment, victime de toutes ces tracasseries. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment un cadre de concertation. Un cadre de concertation entre le gouvernement et le secteur privé, s'il faut le dire comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Rondi Kalai. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau de Active Business et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Alors, c'en est fini, mesdames, messieurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. J'ai dit grand merci à l'équipe technique de Fast Télévision pour la réalisation de cette émission. À vous tous qui nous aviez pris à court de diffusion, sachez bien que nous avons mis le point sur l'entrepreneuriat qui aujourd'hui est relevé comme moteur du développement économique d'un pays. Alors, grand merci à vous. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.